Salut à tous, bienvenue sur le Bassline Talk Show, un format inédit concocté par toute l'équipe d'Ends Up. Le concept est simple, une discussion avec un invité de la scène musicale électronique, pas mal de thématiques, son actualité, sa vision du monde de la dance et plein d'autres choses. Et sans plus attendre, on commence avec ce premier numéro avec notre premier invité, Hazard. Salut Hazard, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va super, merci Cool. accepté notre invitation pour ce premier format. Merci de m'avoir invité. C'est cool. Alors on commence. On va pas. C'est pas une interview classique. Ça marche. On va refaire tout ton parcours, etc. Là, on veut vraiment parler de la musique et de ton actualité. Cool. Donc il y a quelques jours, tu étais à Amsterdam, tout à fait. Lady E, l'ADE, l'Amsterdam Dance Event. Tu as joué d'ailleurs une de tes bakery parties. Exactement. Tes fêtes en boulangerie. Ouais. Comment tu as vécu ces quelques jours à l'Amsterdam Dance Event ? Est-ce que c'était la première fois que tu y étais ? Ok, alors déjà, non, c'était pas la première fois que j'y étais. Je l'ai déjà fait 2-3 fois, si je dis pas de bêtises. Je trouve que c'est de mieux en mieux. Comment je le vis, tu sais, tu vas là-bas pour rencontrer des gens. Moi, j'ai mes équipes qui bossent, par exemple, au management. C'est une grosse boîte de management, donc il y a un bureau à Londres et un bureau à Los Angeles. J'ai mon label qui est en France, où aujourd'hui on est chez Universal. Donc je profite aussi de ce moment-là, vu que tout le monde est sur place, pour faire un meeting, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, pour qu'on sache quelles sont les priorités, même si tout le monde les sait, mais c'est toujours bien de parler de vive voix. C'est toujours mieux que le téléphone ou les messages, ou c'est toujours différent. Donc en fait, les journées, elles se résument à tu te réveilles, tu vas faire un déjeuner parce que tu as un rendez-vous, tu vas refaire un autre déjeuner, enfin un autre rendez-vous, parce que tu as déjà déjeuné. Et puis, par exemple, j'avais une conférence où je donnais des tips un peu sur de la prod, j'expliquais comment je bossais. Et puis ensuite, il y avait le show No Redemption de Mala et Chami. Donc tu vas au show, tu sors du truc, il est 23h, t'as pas mangé, tu vas manger un sandwich vite fait à l'arrache en face. Tu repasses à l'hôtel prendre une douche. Ensuite, tu vas en club parce que t'as un show. Tu finis de mixer, tu rejoues 1 heure après. Et au final, tu sors de tout ça, il est 5h du mat'. Le temps d'aller à l'hôtel, de finir de parler un peu avec tes potes et tout, tu rentres, tu te couches, il est 6h30. Et puis voilà, c'est un peu le rythme ADE pendant 4 jours, quoi. Et du coup, en parlant de l'ADE, est-ce que les cubes jaunes et noirs, est-ce que c'est mythique ? Est-ce que ça fait quoi de se dire qu'on joue un peu dans la cour des grands ? En fait, là où je dis que c'est de mieux en mieux, c'est que je trouve que, en tout cas pour ma part, je trouve que ça devient de plus en plus quelque chose où il faut y être et où tu as envie d'aller. Un peu comme c'était le cas pour Miami Winter Music Conference. Et je trouve que de plus en plus, ils arrivent vraiment à ce que ce soit un rendez-vous incontournable pour tous les gens de la scène bass, de la musique électronique et tout ça. Donc, et comme je te cache pas, comme je l'ai toujours un peu fait, que j'ai vu le truc aussi évoluer, ça me fait. Je suis content d'y être, je suis content d'avoir des shows et il y a tous mes potes qui sont là, c'est un super moment. Après, ça me fait pas une émotion, particulière de voir les cubes jaunes et tout. Mais je trouve que c'est une atmosphère qui est géniale. Moi, je kiffe vraiment le délire Amsterdam. On est tous en vélo. Je fume pas, mais ça m'arrive de me retrouver à un coffee shop à fumer un joint avec, je sais pas. L'année dernière, par exemple, je me suis retrouvé avec Dillon Francis à 22h dans les rues d'Amsterdam. C'était la rigolade jusqu'à. Enfin, tu vois, c'est des moments, c'est vraiment des moments cool, quoi. Et je trouve que le fait aussi que les Américains viennent chez nous, c'est différent parce qu'on est toujours chez eux. Ouais. Et là, pour une fois, c'est chez nous. Donc, t'es plus à l'aise, t'es chez toi, c'est un autre délire. Non, franchement, je trouve ça vraiment bien. Et du coup, Amsterdam, t'as fait une de tes bakery parties, exactement. Donc on vient presque à être habitué à ce nouveau format. Ouais. Mais ce qu'on sait pas trop, c'est d'où vient cette idée. Est-ce que c'est une idée de toi ? Pourquoi les boulangeries ? Alors, en fait, je vis aux États-Unis. J'ai vécu là-bas pendant 3 ans à peu près. Et les gens, quand je parlais anglais, forcément, ils voyaient bien que mon accent, il y avait un problème. Même mon anglais. Et ils me disaient, mais tu viens d'où ? Je dis, je viens de France. Ils disaient, la réponse immédiate, c'était la baguette, le croissant. Voilà. Classique. Direct. Et à côté du truc-là, je rigolais avec Chef Hazard, je développais un peu ce truc-là, qu'on développe toujours d'ailleurs. Et je me suis dit, bon, la baguette, en plus, je suis vraiment un amoureux de la baguette pour le coup. Genre, j'ai grandi, et s'il n'y avait pas la baguette à table, c'était la crise familiale, tu vois, ça pouvait s'embrouiller entre mon père et ma mère, parce que quoi, t'as pas pris le pain, mais je t'ai dit, prends des baguettes et tout, tu vois. Donc non, et j'ai toujours été un kiffeur de baguettes, et en fait, c'est vraiment parti de Lollapalooza Paris, Lollapalooza Paris il y a 2 ans, ou 3, je sais plus. On est au Catering, donc c'est le restaurant pour les artistes.
Je suis avec Valentino Khan, Sanolo, je crois, je sais plus qui d'autre, bref. Et le catering de Lollapalooza est particulièrement bon. Et donc il y avait des plats en sauce et tout. Et je vois, on est à table, ils vont manger, et je vois qu'il n'y a personne qui s'est dit je vais prendre du pain. Je dis mais c'est des ouf. Je me lève, je cherchais le pain. Je vais voir les gars, je dis maintenant on peut manger. Et Valentino Khan il me dit ah putain merci t'as sécure la baguette. Et là je me suis dit putain ça tue ce truc de sécure la baguette. Donc du coup j'en ai joué un peu. Et on sort le morceau Diva, et on se dit, et je réfléchissais avec mon management et Barclay. On se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire comme release party. On se dit ouais, on pourrait faire ça dans une cuisine, machin. Et je sais plus, très sincèrement, je sais plus si c'est moi qui ai lancé l'idée de la boulangerie ou si c'est Barclay. Enfin, bref, c'était un brainstorming, c'était un échange d'idées. Et celui qui a lancé l'idée, on s'est tous dit putain mais ouais, bête d'idée, vas-y viens on fait ça. Pour rigoler en fait au final. Et on l'a fait, j'ai réussi à ramener tous mes potes qui étaient à Paris. Donc il y a eu Mercia, il y a eu Kungs, j'ai fait venir Young Felix de Hollande, il y a Belcourt qui sont venus de Lyon, j'ai 2 DJ qui tuent, Andy 4000 et Mara qui sont venus aussi jouer. J'espère que j'oublie personne. Mais tu vois, j'avais réussi à faire un bête de petit line-up sur 1h30, 2 heures, dans une vraie boulangerie, où j'y suis allé... En fait, juste avant, j'étais en tournée en Asie. Donc j'ai atterri genre le matin à 10h, on a fait la bakery direct le soir. Mais je m'étais pris la tête avec les boulangers pour leur dire voilà, je veux que parce que on a fait des sandwichs Chef Hazard. Donc je leur avais dit je veux que les sandwichs aient ça et ça dedans, je veux que la mayo soit de la mayo maison, je veux que tu vois, donc on avait vraiment ça me tient à cœur qu'on déguste aussi des choses pendant ces événements-là et que ce soit bon. Et donc du coup, ça s'est tellement bien passé à Paris qu'on s'est dit mais vas-y, faut en faire d'autres quoi. On est allé à Los Angeles, j'en ai fait une à Los Angeles. Pareil, on a fait des sandwichs que j'ai fait un rendez-vous au préalable avec la boulangerie. On a fait un petit menu ensemble, croissant, pain au chocolat, avec les sandwichs et tout. J'ai fait un petit line-up aussi qui était pas mal. Il y avait Flostradamus, Forbi, Wax Motif, Dombreski, Sage, enfin Devo, pardon, Abstract. Ouais, voilà. Il y avait du beau monde. Et voilà, ADE, c'était le moment idéal pour en refaire une, quoi. Ouais. En fait, mon souci des bakery parties, c'est que c'est un événement qui est gratuit. Je donne des choses gratuitement aux gens. Donc en fait, tout est à mes frais, parce que les boulangeries, elles ne font pas gratos les pains au chocolat et tout machin. Les DJ, c'est des gens qui viennent mixer parce que c'est mes potes et qui trouvent le concept sympa et qui sont sur place, donc ils ne me demandent pas de sous, ils sont là à la cool, ils viennent kiffer, tu vois. Mais donc du coup, voilà, le truc des bakery parties, c'est qu'il faut trouver un endroit au bon moment où je sais qu'il y a assez de DJ et des gens proches qui vont être d'accord pour venir mixer, tu vois. Mais ouais, ce concept de bakery, je le trouve vraiment mortel, j'ai que des bons retours et là, on est en train d'en faire une, on veut en bosser une. Perdurer un peu. Ouais, là, on est en train d'en bosser une sur Londres, on veut en faire une à Berlin, je vais en faire en Asie aussi, enfin, c'est vraiment un truc que je veux continuer à faire. Je trouve ça cool, c'est la proximité avec les gens, le fait que ce soit gratuit aussi, ça me rappelle moi, mais quand j'étais pas encore Hazard et que j'allais voir les DJ avec les mecs qui se prenaient la tête à faire des shows qui coûtaient pas cher parce que on galère tous autant les uns que les autres, tu vois. Et non, voilà, tu vois. Non, je veux continuer à faire ce truc-là, moi je kiffe. Ah, c'est marrant parce que tu parles de l'époque où t'étais pas encore Hazard. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler d'où vient ce blaze en fait? Pourquoi Hazard Si tu veux, Hazard, en gros, moi avant je mixais sous un autre nom. J'étais résident au Queen, je faisais les soirées hip-hop. Je mixais aussi au Palais Maillot. Enfin, j'ai fait toutes les boîtes de Paris. J'ai fait plein de boîtes en province aussi, en France, en Belgique, en Suisse. Enfin, j'allais mixer un peu partout, à vrai dire. J'avais un podcast et tout sur iTunes, c'était la belle époque. Enfin, la belle époque. C'était époque la cool aussi, mais c'était un autre truc. J'ai changé avec Hazard. Et Hazard, pourquoi ? Bah écoute, mon ancien manager, qui est un de mes meilleurs potes, on parlait un peu de la vie. Moi, j'estime que, moi, ma vision des choses, c'est qu'il n'y a rien qui est dû au hasard et qu'en fait, tout est plus ou moins écrit, quoi. Et de toute manière, tout ce qui se passe, c'est toi qui aussi l'a voulu d'une certaine manière. L'a voulu et a déclenché les choses, tu vois. Ouais. Tu vois, quand les gens ils disent ouais, il a de la chance, mais la chance, ça se provoque, tu vois. Et puis, on parlait de hasard et tout, et c'est au même moment où on était en train de taffer mon nouveau projet, qu'on cherchait un nom. Et je dis, hasard, ça pourrait être pas mal, on enlève le H, on met 2 A, machin. Et après, on s'est dit aussi les 2 A, parce que pour les billings de festival, comme ça, tac, je suis en haut quand c'est par ordre alphabétique. Et non, voilà, ça part de là,
Ok. Voilà. Et du coup, tu parlais aussi du fait qu'on t'appelle chef hasard, par exemple aux États-Unis, tout ce côté Frenchy que tu as à l'étranger. Est-ce que, parce qu'on avait vu ça, le B2B ou le duo que tu avais fait avec Boucher Romera à l'Electric Park, est-ce que c'est un duo qu'on pourrait revoir? Est-ce que c'est quelque chose où vous vous êtes dit c'était chaud, on le refait? Ah bah ouais, franchement, moi, Tony, c'est mon pote, tu vois. Donc, l'autre jour, pour rigoler, je faisais une discussion, tu sais, un nouveau truc, pas vraiment nouveau, mais sur Instagram, tu peux faire des chats maintenant. Je sais pas si t'as vu. Si, Et du coup, j'avais fait un chat et on venait de sortir Bonaparte. Et il y a quelqu'un qui, pour rigoler, qui dit vas-y, vous faites la release party chez moi. Et Tony, il était aux États-Unis. Et j'appelle Tony, je dis ouais, il y a une meuf, elle dit pour rigoler, on fait la release party chez elle. Mais viens, on va vraiment la faire chez elle. Il dit vas-y, je suis grave chaud et tout. Et la meuf dans le chat, je lui dis vas-y, c'est bon, on vient chez toi. Bon, bien évidemment que la meuf, elle a commencé à bégayer et que ça n'est jamais arrivé. Mais non, Tony, c'est mon pote, on pourrait carrément refaire un back-to-back. Tu sais, c'est pas vraiment... À vrai dire, c'est pas vraiment nous qui choisissons ce genre de truc, tu vois. C'est les promoteurs qui disent, voilà, j'aimerais faire un back-to-back avec Hazard, Tony Romera. Les gars, est-ce que vous vous entendez assez bien pour le faire? Bien évidemment que oui. Et puis quand on nous a proposé la première fois, on s'est dit, bah viens, on fait un truc autour de la bouffe, tu vois. Chef Hazard, toi t'es en mode Boucher. On avait fait une intro avec un discours de Maïté, je sais plus ce que c'était, avec des visuels, avec de la bouffe et plein de choses comme ça. Donc non, c'est carrément quelque chose qui pourrait se reproduire. Après, c'est pas dans les petits papiers, mais c'est carrément quelque chose qui pourrait se reproduire. Alors, en parlant des choses qui vont se produire ou pas, on a fait une interview du Kid cet hiver. Et on lui avait posé une question sur pourquoi la collab avec Hazard se fera jamais. Et il nous avait répondu mot pour mot, je l'ai battu 7-0 à FIFA et depuis, il ne parle plus. Il y a le mytho. Je réponds que c'est pas vrai. Je réponds juste que non, mais on trouvait pas le... Pas eu le feeling musical. Moi, c'est mon poteau, hein, le Kid, hein, mais c'est juste que ce qu'on faisait, j'étais pas assez satisfait pour le sortir, quoi. Mais que demain, il me renvoie une démo qui tue, même si c'est un gros mytho qui m'a jamais mis 7-0 à FIFA, on sortira le morceau, il y a zéro souci. Non, c'est juste que, musicalement parlant, j'étais pas satisfait de là où on allait, de ce qu'on avait. Donc c'est la seule et unique raison pour laquelle le morceau, il est pas sorti, quoi. Okay. Donc on a parlé de Tony Romera. T'avais joué avec Bellecour d'ailleurs à la release party de l'album de Snake, non? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était lourd. T'avais joué avec eux. On te voit assez proche du crew de DJ Snake, pardon my French. Ouais. Est-ce que t'en fais partie ou pas? Alors, Pardon My French, il y a 4 personnes. Ouais, il y a 4 Mala, personnes. Mercer, Chami et Snake. Ok. Parce que nous, on te voit super proche de tout ce groupe-là. Moi, si tu veux, c'est des gens que je connais bien avant que... Enfin, bien avant, c'est un grand mot, mais c'est des gens que je connais depuis 15 ans, tu vois. Donc, c'est mes potes. Et en termes de cohérence, tu vois, Pardon My French, il y a un mec qui joue de la trap, un mec qui joue de la disco, un mec qui joue de la G-House et un mec qui joue de la house. Je comprends qu'il n'y a pas forcément d'intérêt de remettre quelqu'un dans le crew pour que je joue les mêmes tracks que Snake, tu vois. C'était toujours un problème quand on faisait des shows ensemble, c'est que on a plein de morceaux qu'on joue aussi les uns les autres, et que vas-y, je vais forcément changer ma playlist parce qu'il joue après moi et que c'est lui le patron, tu vois. Mais donc je fais pas partie du crew vraiment, je fais pas partie des 4, quoi. Mais c'est la famille, tu vois. C'est des. On l'a vu à la release party où tout le monde était réuni, le crew et au-delà. C'est vraiment des gens chez qui je vais manger, c'est mes potes, quoi. Okay. C'est mes potes. Ouais. Et donc on va parler de ta musique. Là, tu viens de définir un peu en un mot le genre de musique que font les 4 membres du crew de Pardon My French. Ouais. Toi, comment tu décrirais ton son? C'est assez compliqué, si tu veux. Parce c'est assez varié, en fait. C'est assez varié. J'ai jamais voulu m'enfermer dans un style musical. Hazard, j'ai commencé en faisant vraiment de la trap énervé, en mode banger, tu vois. Mais à côté, j'avais aussi Point pour faire d'autres choses et pouvoir aussi pas rester dans ce truc de trap tout le temps et pas rester frustré, pouvoir faire des choses avec beaucoup plus de musicalité. Il s'avère qu'aujourd'hui, Point, il y en a qui ont fait leur route, machin. Je me retrouve avec Nicolas maintenant, il n'y a que moi et Noma qui faisons Point. D'ailleurs, je te coupe, mais il est possible qu'il y ait des nouvelles releases de Point. Je sais pas quand, mais dans mon disque dur, j'ai genre 25 tracks de Point finis, quoi, tu vois. Okay. Donc c'est juste que on n'a pas envie de le sortir pour le sortir. On a envie que l'occasion se présente, qu'elle soit bien. Nomak, il a O aussi, un autre projet. Je sais pas si vous avez vu, il vient de produire des morceaux sur l'album de Charlie XX. Il fait plein de trucs qui sont mortels. Moi, de mon côté, je suis focus à fond sur mon projet aussi. Donc, et puis avec un peu de maturité, de recul, tu te rends compte que mener à bien 2 projets, vraiment, donner 100% sur chaque projet, c'est pas possible. Déjà que moi, sur Hazard, il me faudrait 24 heures, ça suffit pas dans une journée pour faire tout ce que j'aimerais faire.
Donc voilà. Pourquoi on a parlé de pampan, je me rappelle plus. Mon style musical. Ouais. Et donc du coup, j'ai pas envie de perdre ce truc-là non plus. J'ai toujours été un DJ entre guillemets open format où je jouais de tout. Donc j'ai envie de faire des trucs un peu plus musicaux. Si j'ai envie de faire de la house, bah, je vais faire de la house. Si j'ai envie de faire de la trap, je fais de la trap. Si j'ai envie de faire un morceau, j'aime pas ce mot-là commercial parce que ça veut rien dire, mais un morceau qui est plus radio-friendly, on va dire. Bah, je vais le faire, je vais pas me gêner. Du moment que la musique elle est bonne, j'ai pas envie de me mettre de barrière en fait, quoi. Tu vois, c'est un peu le mot d'ordre. Et du coup, c'est bien parce que ça vient à ce que je voulais te demander ensuite. Quand tu es en studio, comment tu fais pour... quelles sont tes inspirations en fait? Tu pars de quoi? D'un sample, d'une voix, d'une sonorité? Ça dépend de plein de trucs. Je peux très bien avoir fait un rêve en. Tu vois, Diva par exemple. Comment t'es arrivé au son de Diva? Alors Diva, si tu veux, c'était. En fait, c'est de l'inspiration de morceaux que je kiffe. Il y a un morceau qui s'appelle No Letting Go de Wayne Wonder que j'ai toujours écouté, que je joue encore en soirée. Et je me dis, j'aimerais trop faire un morceau dans cette vibe-là. Du coup, j'ai fait des accords similaires à ce truc-là. Mais je voulais le faire à ma sauce, parce que le but, c'est pas non plus de pomper, entre guillemets, quelque chose et de faire un truc pareil. Donc, j'ai rajouté un drop. Et c'est parti de là, quoi. Après, les marimbas, c'est à force de chercher. J'envoyais ce que je faisais à Nicolas de Point Point. Je dis, tiens, j'ai fait ça, t'en dis quoi? Il me dit, ah, attends, ça me donne une idée. Hop, il me renvoie une autre mélodie de marimba qui tue. Je me dis, putain, ça défonce et tout. Je rajoute des trucs, machin. Et c'est comme ça que ça s'est passé. En fait, ça dépend de plein de trucs. Je peux très bien écouter un son sur Spotify et me dire, waouh, moi, je l'aurais plus fait comme ça, tu vois. Et du coup, bah, ça m'a grave inspiré, mais je vais le refaire à ma sauce. Où je te dis, des fois, je rêve dans mon rêve, il y a des musiques qui tuent. Généralement, 9 fois sur 10, quand je me réveille, c'est impossible que je m'en rappelle. Mais des fois, je m'en rappelle. Ou alors, je sais pas, un truc tout con. L'autre jour, il y avait un moustique qui m'a pourri ma nuit. Bah, vas-y, j'ai commencé un track avec un bruit de moustique, tu vois. Franchement, il n'y a pas de règle, tu vois. Ça part. Mais je vais rarement, je me mets devant mon ordi sans avoir d'inspi, sans avoir d'idée. Tu vois, ça arrive rarement. Avant, je le faisais. Moi, en fait, je me rends compte que moi, j'arrive pas à bosser comme ça. Si je vois que j'ai pas d'inspi ou que j'ai pas un truc en tête bien précis, je vais aller sur Spotify, je vais écouter plein de sons, je vais regarder des émissions sur YouTube de producteurs, de plein de trucs. Et puis au fur et à mesure, tu engranges des trucs, tu dis ah ça pourrait être pas mal si tu fais un mélange de ça et ça. Avec ce truc-là en plus, tu mets un petit drop, une petite sonorité. Vas-y, je vais essayer, tu vois. Donc je sais déjà à peu près où je veux aller. Mais quand je me mets devant le live et que je sais pas, j'ai rien en tête, c'est 99% du temps une perte de temps. Okay. On va parler de la vie de DJ. C'est un sujet qui revient de plus en plus, malheureusement, depuis la mort d'Avicii. Ouais. Toi, quel est ton état d'esprit? Alors en plus, tu viens d'être papa, donc félicitations. Merci. Déjà. C'est tout récent, mais comment tu arrives à gérer ta vie de famille et les tournées, sachant que tu en fais de plus en plus? Tu dis que tu vas en Asie, aux États-Unis. Ouais. Bah, écoute, pour le moment, c'est un peu, si tu veux, je suis papa depuis 1 mois et demi, donc là, je suis parti à Amsterdam 4 jours, j'étais à Nantes vendredi. Si tu veux, c'est des trucs, ça me prend 1 heure d'avion. C'est pas encore très dur à gérer, je pense. Je pense que quand je vais partir 3 semaines aux États-Unis ou ne serait-ce qu'une semaine en Asie, t'as le décalage horaire, c'est tout un autre système, un autre truc, quoi. Donc écoute, pour le moment, ça va. J'arrive plutôt bien à gérer, mais tu sais, ça dépend de plein de trucs. Je pense qu'il y a des gens qui sont mentalement pas aptes pour ce genre de vie, comme peut-être qu'Avicii, je pense qu'il n'était pas prêt, ou c'était pas quelqu'un qui était fait pour ça au final. Mais c'est difficile parce que c'est quelque chose qu'il aimait, je pense, vraiment profondément. Donc il était partagé entre mais non, mais c'est ce que je kiffe. Et quand il était dedans, il dit ah non, mais ça, c'est pas pour moi. Donc tu vois, c'est pas facile. Et après, tu sais, c'est un peu redondant comme discours, mais c'est les gens qui sont autour de toi. T'as une famille qui est saine, qui t'aime. T'as des potes qui sont simples, qui n'ont rien à faire de ce que tu fais. Enfin, je veux dire, qui sont à fond avec toi, tu vois. Mais quand tu les vois, ils sont pas là à te parler de ta zikmu, ils te parlent de foot, ils te parlent de faire un barbecue chez ses parents. C'est la vraie vie, quoi, la vie normale, tu vois. Je pense que c'est super important d'avoir ce genre de... Cet entourage, c'est un peu du privilège, parce que c'est une chance d'avoir des vrais amis sur qui tu peux compter, une famille aussi. C'est pas tout le monde qui a ça, mais je pense que ça, c'est déjà une vraie base pour avoir une vie, pour garder la tête sur les épaules et pas péter un plomb, quoi. Tiens, j'aimerais bien, parce que tu as mentionné le fait de discuter de foot et tout, faire une parenthèse football. On te voit des fois mixer avec des maillots rétro de Paris. Ouais. T'es un vrai fan? Ouais, depuis toujours. Ouais. Depuis toujours. On va dire que la Coupe du Monde 98, ça m'a fait vraiment aimer le football. Donc j'avais 9 ans. Et à partir de là, mon cousin était pour le PSG.
Et puis voilà. Tu vas au parc des fois voir des matchs? Bah, j'étais abonné pendant peut-être 10 ans, un peu plus de 10 ans. Après, je suis parti vivre aux États-Unis, donc j'ai rendu mon abonnement. Et puis là, forcément, c'est le week-end le match. Donc si je suis en France, généralement, il y a toujours, je me débrouille toujours pour aller au stade, ou alors on m'invite, ou tu vois, c'est cool. Mais ouais, je suis un fan du PSG depuis. J'ai des photos de dossiers de moi avec des maillots, il manque des dents et tout, parce que je suis tout petit. Mais là, le PSG, c'est depuis toujours. Bon, fan que tu es, est-ce que tu penses que cette année, enfin, c'est la bonne en Champions League? Franchement, il ne faut pas en parler. C'est pas qu'il faut pas en parler, mais à tous les ans, on est là à s'enflammer, à se dire waouh, cette année, c'est la bonne, on a une équipe de ouf, les poules, on a défoncé tout le monde, on bat des records non-stop. L'année dernière, on bat Manchester chez eux, je crois qu'on leur met 2-0, ouais, c'est ça. Et on n'arrive pas à se qualifier alors qu'ils envoient une équipe B, voire C. Donc si tu veux, maintenant, il n'y a plus d'enflammade du tout. On verra où ça ira parce que c'est une déception qui est beaucoup trop forte. Mais vraiment, c'est très fort. C'est-à-dire que j'ai dû faire limite une thérapie de me dire faut que j'arrête d'être aussi touché par un truc où des mecs qui tapent dans une balle de foot, c'est pas possible. Tu vois. Ouais, je comprends. Donc on reparle musique, après cette parenthèse foot. Donc t'es DJ, tu produis de l'électro. Est-ce que t'écoutes que de l'électro? Non, Est-ce que pas du tout, j'écoute de tout. C'est quoi tes artistes en ce moment que tu kiffes hors scène électro? C'est toujours la question qui me met en galère, ça. Non, bah alors, quel genre? Mais franchement, j'écoute de tout, si tu veux. Je vais sur des playlists en fait, je navigue, quoi. Donc je vais sur une playlist, je laisse défiler, souvent en voiture, j'aime bien. Il y a un artiste que je kiffe, je note, je vais écouter. Je vais voir les artistes similaires à ce truc-là. Puis de fil en aiguille, le truc, ça descend. Je me retrouve avec enfin, tu vois, écouter des trucs que j'étais même pas au courant. Ou j'ai une petite playlist sympa où le mec, il met à jour tout le temps. Il y a du jazz, il y a plein de trucs. Non, j'ai toujours écouté tout. C'est la biographie basique de tous les DJ, très jeunes, bercés dans la musique, tu vois. En fait, mon père était DJ. Donc, mon père était DJ, il jouait plein de trucs. Ma mère était fan de musique aussi, a toujours eu de la musique chez moi non-stop. Mon oncle, il est pianiste. Mon grand-père, il jouait de la guitare. Tu vois, il y a toujours eu de la musique autour de moi non-stop et toujours des musiques différentes, quoi. Donc j'ai toujours tout aimé. J'ai vraiment pas au contraire, chez moi, j'écoute pas d'électro, quoi. Tu vois, c'est le truc qui me casse le crâne. J'ai pas envie d'en écouter, quoi. Bon, t'as joué à Tomorrowland, par exemple, mais t'as joué dans plein d'autres endroits dans le monde, pas mal en Asie aussi ces derniers temps. Est-ce qu'il y a des endroits, des scènes un peu mythiques où t'as pas joué, où t'aimerais bien jouer? À Red Rock, j'aimerais bien jouer à Red Rock, par exemple. Coachella, je l'ai fait, mais c'était la Heineken Stage, donc j'aimerais bien le faire avec une vraie stage. C'est une vraie stage, mais faire une stage, la Sahara Tent ou un truc comme ça. EDC, j'ai fait. Après, ouais, en France, j'aimerais bien faire un Olympia, j'aimerais bien faire un Bercy, enfin, U-Arena. Non, c'est pas U-Arena, c'est Accor Hotel Arena. Écoute, U-Arena, pourquoi pas, mais il y a du travail. Tu seras le 22? C'est sûr que j'y serai. Je sais pas... en tant que DJ ou en tant que spectateur? J'en sais rien, quoi qu'il arrive, j'y serai, c'est sûr, certain, en tant que spectateur. Et je te dis pas ça en mode je garde le secret, c'est qu'il n'y a rien eu du tout pour le moment. Donc le 22 février, c'est DJ Snake qui joue à... Exactement, l'Arena. Allez tous acheter vos tickets. Ouais. Et toi, tu as des prochaines dates de prévues là, en France? En France, je veux pas te dire de bêtises, mais je crois pas. En tout cas, pas pour cette année. On est en train de bosser un petit truc sympa là, pour l'année prochaine. Là, je repars en Asie pour la fin d'année. Et après, c'est reparti. On repart bien sur la route. Mais ouais, pour la France, il y a des festivals qui sont en train on est en train de bosser des festivals là, pour cet été. Et aussi une petite tournée en France. C'est un truc qui me tient à cœur aussi de mixer chez moi, quoi. Donc on est en train de bosser tout ça. Et voilà, il y a de la musique qui arrive aussi. Là, j'ai un morceau qui sort avec Tsunano, qui est un artiste chinois. Le morceau, il sort mi-novembre. Je touche du bois pour pas que ce soit retardé ou repoussé, machin. Mais normalement, ça va sortir mi-novembre. C'est un morceau ambiance point-point. Le début de point-point, tu vois. Mais ça reste, vous allez écouter, vous allez dire, ok, je capte. C'est très point-point. J'ai un autre morceau avec Goddamn. Je sais pas si vous connaissez, c'est des artistes suisses. Donc c'est plus de la bass house, on va dire. J'ai ça. On est en train de bosser le follow-up de Diva aussi. Donc pareil, je suis en train de taffer sur un gros casting avec des gros noms. Puis il y a plein de trucs en cours. Voilà, les bakery parties.
On est en train de travailler chez Fazar aussi. Les tournées, la musique, il y a tout ça, quoi. Et là, si tu avais le choix d'une collab avec un artiste un peu de ton choix, français ou étranger d'ailleurs, comme tu veux, est-ce qu'il y a des artistes qui te font un peu rêver et qui t'aimeraient bien depuis que je suis revenu en France, je me réintéresse vachement à la scène française, francophone, on va dire, tu vois. Donc il y a plein de trucs que je kiffe. J'adore ce que fait Angel. Tu vois, genre, j'aurais trop aimé faire une collab avec Angel, un peu point-point, dans cette vibe-là, tu vois. Pourquoi pas. C'est pas impossible. Et il y a plein d'artistes français. Une nana qui s'appelle Isolde, ça tue ce qu'elle fait. Des mecs comme Romeo Elvis, ou même des Niska ou des Kobalade, tous ces mecs-là, ça tue, tu vois. Après, mondialement, j'aime bien. Il y a une nana qui s'appelle Karol G, c'est une colombienne, j'adore ce qu'elle fait. Après, c'est pas très original, hein, mais des mecs comme Jay-Z, tout ça, c'est des mecs que j'écoute depuis que je suis tout petit, c'est des idoles, tu vois, enfin des exemples. Plus que des idoles, c'est des exemples de motivation, de travail et tout ça. Voilà, il n'y a pas spécialement d'artiste où je me dis, lui, ce serait mon rêve de l'avoir. Parce qu'au final, je me rends compte que, tu sais pas, mais tout peut arriver, quoi. Tu vois, Swahili, pour le coup, c'était ma wishlist un peu, c'était le numéro 1 dans ma liste de cadeaux de Père Noël où tu dis que tu veux je sais pas, tu veux une moto de cross, tu vois. Mais c'est très bien que ça... Il y a une chance sur 1000 que ça arrive, quoi. Et putain, c'est arrivé. Donc au final, il n'y a pas de truc où je me dis, où je rêve de ce truc-là, parce qu'au final, je sais que si tu te donnes les moyens et que tu travailles pour, au final, tu peux vraiment tout avoir, quoi. C'est vrai, j'écoutais les interviews des mecs quand j'étais petit qui disaient non, tu travailles dur et franchement tout est possible, rien n'est impossible, machin. Et je me disais bah ouais, mais bon, c'est facile de dire ça une fois que t'es connu et tout. Mais non, en vrai, c'est vrai, quoi. Si tu bosses tous les jours, que tu t'arraches, que tu crois en ce que tu fais et que t'es un minimum intelligent et que tu sais parler aux gens, il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Yes. Et donc, ta prochaine date là, c'est Mon prochain show ? Ouais, tout en Asie. En Asie ? Mais je peux pas encore dire parce qu'on n'a pas encore confirmé. Ok, mais avant 2020 ? Ouais, ce sera en fin d'année. Fin d'année ? Fin d'année, ouais. Ok, très bien. Il y aura une tournée en Asie fin d'année. Ok. Voilà. Merci Hazard. Merci à vous. À la prochaine.